Ce soir, nous rendons aux médias hommage à Cédric Chouviat. Ce dernier donne son nom à une affaire qui a aujourd'hui 3 ans et sur laquelle la justice n'a toujours pas été rendue. Pour rappel, le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur à scooter, est violemment plaqué au sol par des policiers durant un contrôle à Paris. Étranglé, il perdra la vie 48 heures plus tard. Les enregistrements de son propre téléphone montreront ces derniers instants, conscients, où il dira à plusieurs reprises être en train de s'étouffer. Ce drame a eu lieu 5 mois avant la mort de George Floyd, dans des circonstances similaires aux USA, événement qui, vous vous souvenez, verra naître le mouvement Black Lives Matter. Depuis la disparition de Cédric Chouviat, les policiers mis en cause sont toujours en fonction et la famille demande une requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort. Pour aborder cette difficile affaire, je reçois Christian Chouviat, père de la victime, et Vincent Brengart, avocat de la famille. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Chouviat, pour commencer avec vous, je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent ce soir, en direct ce soir, se demandent, à juste titre, comment vous et votre famille vous allez aujourd'hui. Sur 24 heures, on y pense 24 heures. Moi, je me réveille le matin avec la pensée, je me couche le soir avec la pensée. C'est un drame, c'est un vrai drame. Mes petits-enfants, le petit dernier qui a 6 ans, tous les jours, il parle de son papa, et on essaye tous de l'entourer, de le chouchouter, de le bichonner, de lui faire comprendre que, et quand il va à l'école, et puis le premier jour de la rentrée, il dit et moi, mon papa, il n'est pas là. Voilà, ce que je voudrais que ces 4 individus qui ont tué mon fils se rendent compte de ce que ça fait de perdre un père. Voilà, moi j'ai perdu un fils. Vous avez perdu un fils, effectivement, un fils qui avait un enfant. Comment vous gérez 5 enfants. Des enfants, effectivement. Pardon. Comment vous gérez, ça, en fait, avec ces enfants-là? Comment vous faites On essaye d'être fort, parce qu'il faut leur montrer une certaine force. On a pris de très bons avocats pour justement... on veut gagner contre la justice, contre la police surtout, mais on n'est pas contre toute la police, on est contre ces 4 individus qui sont pour moi des tueurs en série, puisque ils étaient sur leur deuxième affaire pour les 2 principaux acteurs. Donc il faut après faut entourer les enfants, sa femme, faut être costaud pour leur faire voir que la Terre s'arrête pas de tourner. Mais de temps en temps, vous voyez, aujourd'hui, c'était le 3e anniversaire. On a été commémoré à l'endroit, à la Tour Eiffel, au Quai Branly. On a mis des t-shirts, tout ça, des fleurs. Il y avait sa fille, Sophia, que vous avez reçue au tout début. Voilà, on essaye de tenir le coup, quoi. C'est très difficile, hein. C'est pas une action facile. Et alors, pour des parents, c'est encore... je vais pas vous dire qu'il n'y a pas un concours, mais on n'est pas fait pour enterrer ses enfants. Les enfants, c'est presque dans l'ordre normal, mais pas dans ces circonstances-là. C'est les circonstances qui sont graves. Plaquage ventral, plus une clé d'étranglement. Quand vous avez 4 individus sur le dos, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Mais aucune chance. On imagine tout à fait cette douleur-là, on la comprend, et bien sûr. Alors, Maître Brengart, vous êtes, avocat de la famille depuis tout ce temps-là, 3 ans après les faits dramatiques que monsieur nous raconte encore ce soir avec difficulté, on imagine tout à fait pourquoi. Est-ce qu'on peut officiellement parler de violence policière de manière claire? Oui, on peut clairement parler de violence policière, on peut parler de violence policière, de violence totalement disproportionnée, totalement hors de proportion par rapport à la réalité de ce qui s'est passé. Rappelons-le d'ailleurs. On parle quand même d'un contrôle policier qui dégénère au point où quelqu'un trouve la mort parce qu'on a voulu contrôler ses papiers, parce qu'on a voulu finalement chercher peut-être une contravention là où il n'y en avait pas. Il faut bien mesurer ici que l'opération policière a été déclenchée sur une base qui au départ était administrative et qui n'est même pas claire au moment où je vous parle, et donc qui a abouti à ce que Cédric Chouviat trouve la mort avec une fracture du larynx, et donc des faits qui évidemment sont des faits innommables et qui doivent revêtir des qualifications pénales qui correspondent à leur gravité. Alors pourquoi il n'y a pas d'issue judiciaire? 3 ans plus tard, il n'y a pas de procès. Pourquoi on en est là alors? Parce que je pense, le maître, il sera plus fort que moi pour le dire, je pense qu'il y a la recherche en face d'enlever la culpabilité de ces 4 individus. On cherche des excuses, non?
Mais à nos yeux, il n'y en a pas. Il y a des témoins, il y a des témoignages, il y a des vidéos, il y a tout. Il invente une situation comme quoi qu'il y a une grossièreté. Et en tout état de cause, et c'est prouvé par les vidéos, tu me dis si je me trompe, Vincent, la seule personne qui est grossière, mais qui est grossière, hein, c'est le policier. C'est lui qui est grossier. Donc je vois pas, le contrôle, il est... c'est un banal, parce que c'est un banal contrôle. Oui. En gros, on dit qu'il est au téléphone, il a un casque, avec le prédécroché. Voilà. Donc, il n'a aucune raison d'avoir le téléphone avec le kit main libre. Il n'a aucune raison d'avoir le téléphone à la main. S'il veut regarder l'heure, il regarde l'heure sur son scooter. En plus de ça, c'est un scandale. Il n'a même pas de permis, mais c'est un 50 cm3, il n'y a pas de permis. Vous voyez, Maître, du coup, pour vous, pourquoi, de manière claire, pourquoi il n'y a pas encore justice sur cette affaire? Beaucoup de gens se posent la question. Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est un paramètre général qui est lié malheureusement au temps de la justice. Je pense qu'il faut aussi reconnaître ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des informations judiciaires prennent en moyenne au moins 2 à 3 ans. Après, effectivement, comme le disait aussi Christian, il y a un paramètre aussi qui est lié au fait que nous sommes confrontés à des personnes qui contestent leur responsabilité, qu'à partir du moment où il y a une contestation de responsabilité, ça aboutit à ce qu'il y ait des actes d'investigation complémentaires. Maintenant, il est certain aussi qu'il y a une forme de contraste assez saisissant entre la brutalité finalement et la simplicité aussi des faits et cette longueur de la procédure, parce qu'on parle de quelqu'un qui est mort asphyxié sous le coup des policiers qui sont à l'origine de son interpellation, et on comprend difficilement pourquoi est-ce que la justice a besoin de tant d'années pour pouvoir documenter ce qui devrait être relativement simple, parce que c'est un dossier dans lequel il y a des témoignages, c'est un dossier dans lequel il y a aussi des vidéos. Je veux dire, on ne va pas disserter 100 ans sur ce qui s'est passé. Je veux dire, quelle est la logique derrière ça? Est-ce que la logique, ce serait de se dire, finalement, il existerait des techniques d'interpellation pour lesquelles il pourrait y avoir comme dommage collatéral le fait d'entraîner la mort de la personne? Je crois qu'il n'y a aucun espèce de régime qui se prétend état de droit qui peut prétendre à une telle vision des techniques d'immobilisation. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais ce qui est certain, c'est que dans l'affaire de Cédric Chouviat, on peut s'étonner malgré tout qu'il faille 3 ans d'instruction, surtout qu'en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que derrière, les 3 ans d'information judiciaire peuvent in fine bénéficier aux personnes qui vont être jugées, parce qu'on en reparlera probablement tout à l'heure, mais en dépit de la demande que nous avons faite notamment au ministère de l'Intérieur, ces policiers n'ont pas été suspendus. Et on peut penser que dans 3 ans, dans quelques années, lorsque on aboutira enfin à un procès, en tout cas c'est ce que nous demandons, et nous ne voyons pas comment est-ce qu'on pourrait dans ce dossier échapper à un procès, eh bien on dira ce sont des personnes qui, depuis 3 ans, ont des vies de famille, depuis 3 ans, ont des exercices professionnels. Voilà, qui n'ont pas commis de problème. Et ça, je veux dire, c'est aussi une forme de géométrie variable par rapport à la justice du tout commun, si je puis dire, avec des personnes qui parfois peuvent être jugées en comparution immédiate et auxquelles on n'offre absolument pas le bénéfice de ces années qu'on est en train de réserver aux personnes à l'origine du décès de Cédric Chouviat. Alors là, ce qui est intéressant dans votre réponse, c'est qu'on observe dans la pratique policière, si on peut appeler ça comme ça, des morts survenir ces dernières années, ces derniers mois, notamment dans les refus d'obtempérer. Il y a des morts. Alors, je ne sais pas si on peut faire un rapport direct avec l'affaire de M. Chouviat, mais il y a aussi cette avancée sur la défense de la police, de l'outrage à agent. Il y a aussi ça qui est très avancé, comme cette infraction, ce délit qui est, on le voit, fort protecteur pour les agents de police. Vous en parlez dans un des ouvrages qu'on a pu d'ailleurs vous inviter à ce moment-là. Ici, je l'avais sur moi tout à l'heure. Malheureusement, je peux plus, à moins qu'il passe à l'écran à ce moment-là, je ne suis plus sûr, mais vous parlez des violences policières. En quoi ce délit d'outrage, de pas, ma foi, répondre dans l'immédiat, et en plus, pourquoi pas, d'être outrageant envers un agent, en quoi ça peut poser problème, ce délit, cette infraction, qui est souvent mis en avant? Mais ça peut poser problème à tous les niveaux. Déjà parce que le délit d'outrage est un délit qui est assez indéfini, c'est-à-dire à partir de quel moment il est totalement flou, à partir de quel moment il y a outrage. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des cas dans lesquels, et c'est d'ailleurs le cas de l'affaire de Cédric Chouviat, où on cherche l'instrumentalisation. On va vers la recherche de la provocation à l'outrage pour pouvoir justifier éventuellement une interpellation ou d'aller plus en avant dans le contrôle. Et puis on voit également des cas dans lesquels
il y a des violences policières qui sont perpétrées par les policiers, et tout de suite, on cherche à justifier ces violences par le fait qu'il pourrait y avoir un outrage, ce qui permet d'avoir une espèce de bouclier de la part des policiers. Donc c'est vrai que c'est véritablement un délit qui pose problème et qui, à nouveau, fait un peu résonance par rapport à ce qu'on voit dans d'autres affaires, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure par rapport à nouveau à cette question de la géométrie variable, où vous avez des personnes qui parfois sont poursuivies pour des faits d'outrage qui vont être condamnés extrêmement rapidement, là où pour les fonctionnaires qui sont coupables de violences policières, eh bien, la justice met des années. Évidemment. Alors, Monsieur Chouviat, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est aussi pour ça qu'on vous invite, c'est l'occasion. Ça fait 3 ans que votre fils est décédé. 3 ans, c'est long, hein, c'est comme on le voit sur le terrain de la justice, mais c'est encore autre chose sur le terrain d'un père. Comment pouvez-vous, ce soir, en quelques mots, nous résumer ces 3 années-là, en quelques mots? Est-ce que vous avez eu des relations particulières avec, je ne sais pas, des membres du gouvernement, un soutien, Personne. des responsables politiques? La seule personne qu'on a rencontrée, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, je le remercie, c'est Castaner. Castaner nous a reçu, le Premier ministre à l'époque, il nous a reçus dans son... Il nous a demandé... Il était en fonction, évidemment. Il était en fonction, donc il y avait une partie de la famille, les plus grands enfants, il y avait ma belle-fille, il y avait ma fille, il y avait ma femme, et puis on a fait, il nous a posé à chacun des questions, et puis moi, il m'a demandé, il m'a dit, honnêtement, je vous comprends, je suis père... Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il a vraiment été compatissant. Il a été, on a senti le père de famille. Et je lui dis, moi, je vais vous demander quelque chose, solennellement, je vais vous demander quelque chose. Enlever la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Je vous demande ça solennellement. Il m'a dit, je vous promets, et je crois que tu étais là, Vincent. Oui, tout à fait. Il m'a dit, je vous promets de faire une étude, et je vous promets que je ferai le maximum pour l'enlever. 3 mois après ou 4 mois après, on va mettre une petite parenthèse sur les mois, je ne sais plus. Il l'a enlevé, mais il nous avait prévenu, il nous avait dit, vous allez voir que le jour que je ferai enlever la clé d'étranglement, j'aurai tous les syndicats de police dans mon bureau. Ouais. Ça n'a pas raté. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la police était jeté les menottes par derrière, c'était l'effet Cédric Chouviat, et ils avaient dit, on nous enlève nos armes d'intervention. Il y a eu des séquences médiatiques qui étaient assez dérangeantes à cette époque-là. Oui, ça a vraiment dérangé, ça avait fait un tabac. Donc il a été obligé de la remettre, d'accord ? Et 6 mois après, la clé d'étranglement, elle a été enlevée, et le plaquage ventral a été enlevé. Ça a été modifié par une autre pratique Mais la seule personne dans le gouvernement de l'époque, et moi j'ai demandé à rencontrer Darmanin, il n'a jamais voulu me recevoir. J'ai demandé à rencontrer le président, il n'a jamais voulu me recevoir. Moi je voulais juste les rencontrer pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient et qu'est-ce qu'ils allaient faire. Je ne leur demandais pas... Parce que pour vous, ça n'a pas évolué depuis, puisque cette clé d'étranglement a été remplacée. Aujourd'hui, vous souhaiterez rencontrer les nouveaux responsables politiques pour leur demander... Ah oui, je voulais moi, ce que je voudrais, rien n'a bougé pour vous, pas suffisamment. Oui, je voudrais rencontrer Darmanin parce qu'il s'acharne sur moi et sur différentes choses. Mais je voudrais le rencontrer pour lui demander des explications. Lui dire pourquoi vous n'avez pas suspendu les 4 individus, pourquoi vous ne les avez pas mis... parce que moi, Castaner m'avait promis que le jour qu'il serait mis en examen, il les suspendrait. Il m'a dit, tant qu'ils ne sont pas mis en examen, je ne peux pas les suspendre. Mais une fois qu'ils sont mis en examen, je vous promets, ils seraient suspendus. Entre-temps, il a sauté. Je pense que l'affaire Chouviat y était pour beaucoup. Et puis les gilets jaunes, derrière, ça là, il a fait beaucoup de tort. Et après, il a sauté. Et après, il y a Darmanin qui est arrivé. Darmanin, c'est une poigne de fer, il est 2000% pour la police, et ils ont toujours raison. Il peut tuer 12 enfants, un policier, il dira que c'était de la légitime défense, même si le bébé il a 3 mois. Enfin, Christophe Castaner, qui est d'ailleurs en passage pas très bien vu pour le coup par beaucoup de Français et Françaises, notamment durant la période Gilets jaunes, qui d'ailleurs je crois que c'est déjà le cas, la Légion d'honneur, il l'a reçu, je crois, le 1er janvier. Il est présenté, je ne sais pas s'il s'est fait, mais je l'ai lu, ça y est. Vous en pensez quoi de cette nouvelle ? Ben moi, si vous voulez, j'ai pas d'a priori, il mérite pas. Toutes les légions d'honneur, ça me regarde pas qui les mérite pas. Moi, je vous pose l'exemple, ça avait beaucoup réagi sur les réseaux. Ouais, ben moi personnellement, il a été correct avec la famille Chouviat. Donc je vais vous dire, est-ce que le fait d'avoir été correct avec la famille Chouviat, il mérite la légion d'honneur? Ça fait un peu hypocrite, oui, j'en sais rien s'il la mérite. C'est pas à moi de juger. Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés pour juger ça. Mais moi, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de grave, c'est que, voilà, on m'a
on m'a enlevé une partie de moi, une partie de mon corps, une partie de mes tripes. Et aujourd'hui, j'ai 5 enfants en héritage et je vais vous dire que c'est pas tous les jours facile. J'imagine. Est-ce que vous avez quand même espoir maintenant que la justice se fasse encore ? Alors moi, honnêtement, sur la justice, on pourrait presque vous dire que la justice, c'est ceux qui préparent le jugement. C'est pas eux qui vont juger. Hein, je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est au stade Eux, de ils préparent. l'instruction. Oui. On a l'impression qu'ils sont en train de préparer un bon dossier. On a l'impression qu'ils vont quand même dans des recherches approfondies. On a l'impression qu'ils sont pas convaincus qu'ils ont raison, les policiers. Ils prennent leur temps, peut-être, pour établir un dossier plus confortable. Le temps, vous avez parlé du temps long tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous annoncer ce soir des choses que vous avez prévu d'entreprendre sur ce terrain judiciaire, justement, maître ? Alors, c'est difficile de vous annoncer les choses puisque, de fait, le dossier est couvert par le secret d'information judiciaire. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est normalement en voie d'achèvement. C'est-à-dire qu'on attend maintenant les derniers actes d'instruction et on espère que ce dossier pourra enfin se clôturer, peut-être au premier semestre 2023, pour que ça puisse aboutir à un renvoi devant une juridiction de jugement. Mais en plus, avant ça, il y aura tout un débat aussi sur la qualification. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure avec Christian des résultats et des conséquences que ça avait pu avoir. Bien sûr. De façon générale, il est tout à fait stupéfiant de constater qu'en dépit du décès de Cédric Chouviat, ça n'a pas abouti à une démarche extrêmement claire de la part du gouvernement et du ministère de l'Intérieur sur la question des techniques d'immobilisation. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, moi, je n'ai pas de clarté sur ce que peuvent être ou non des techniques d'immobilisation réglementaires et autorisées, comme je n'ai pas de clarté sur les exercices auxquels seraient astreints des policiers. Parce qu'on peut voir éventuellement qu'ils peuvent être formés à telle ou telle technique d'immobilisation. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'ils ont, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, la possibilité de pouvoir s'exercer sur ces techniques d'immobilisation ? Aucune. Alors que vous comparez par exemple avec l'usage des armes, même si c'est complètement dérisoire, on sait qu'ils sont tenus par exemple de tirer 30 cartouches par an. Rien s'agissant des techniques d'immobilisation. Rien s'agissant des techniques d'immobilisation. Ils le font un peu au feeling, enfin, c'est un peu ça. Ils le font complètement au feeling, sauf qu'en fait, ce sont des techniques dont on voit qu'elles peuvent être mortifères. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'une technique mortifère soit en fait le fait d'une appréciation discrétionnaire de la part de l'agent ? Je crois que ça, c'est insupportable. Donc, premier temps, c'est vrai que c'est véritablement une source d'insatisfaction d'un point de vue politique, d'un point de vue général, et j'espère en tout cas de ce point de vue que le procès pourra permettre enfin d'avoir ce débat qui est nécessaire, et aussi de demander un peu plus de courage de la part de notre classe politique. Parce que tout à l'heure, Christian le disait, c'est vrai que lorsqu'on a été reçu par M. Castelner, il a plutôt été cordial avec la famille. Sauf qu'en fait, ce qu'on attend de lui, c'est pas d'être cordial. Tout à fait. C'est d'avoir une correspondance entre ce qu'il peut dire dans le cadre d'un entretien quasiment informel, qui est une traduction politique. Et même par rapport, je veux dire, je pense que de ce point de vue, cette récompense à la Légion d'honneur, c'est une récompense pour des services, pour sa loyauté, pour des services rendus. Donc malheureusement, il y a un échec de ce point de vue politique. Et après, pour l'instant, il y a un échec, si je puis dire, judiciaire, où on se retrouve aujourd'hui avec une qualification un peu à minima, parce qu'on parle d'un homicide involontaire. Il y a une demande de la famille de requalifier les faits. Oui. Mais évidemment. Oui. Parce que, en violence volontaire ayant en entraîné violence la mort. volontaire, oui, puisque à un moment donné, il y a un des 4 agents qui est sur son dos, donc l'autre, il lui fait sa clé d'étranglement, et puis il y en a un qui est sur son dos, et à un moment donné, il y en a un, on l'entend, il dit « Bon, c'est bon, arrête maintenant ». Mais l'autre, il continue. Donc il a une intention de tuer. Il est au bout de ça, il va jusqu'au bout de sa haine. Et pour avoir été traité de clown, et le deuxième mot, je me rappelle plus ce qu'il dit, mais je lui dis, s'il va à Sarcelles, celui-là, c'est pas clown qu'on va y dire. Et dans Ou s'il va à quelle banlieue, je sais pas. C'est vrai que ça justifie pas un mot. Enfin, ça revient sur ce délit d'outrage. Hein, traiter de clown un policier, outrage et violence et peut-être mort. C'est vrai que c'est très. Et moi, je vais plus loin parce que vous tombez sur quelqu'un. Alors déjà d'une, refus d'obtempérer. Moi, on m'a envoyé des textos. Il y a eu beaucoup d'affaires. Hein, j'ai eu des appels, pas des appels, des messages. Oui, mais il avait qu'à obtempérer. Et là, je me dis, mais espèce d'abruti, il a obtempéré puisqu'il a donné ses papiers. On le voit sur les vidéos, il a tout donné, il a donné ses papiers, il prend ses PV, même pas ils ont mis des PV, puisque... Alors, c'est quoi que vous voulez obtempérer, ça veut dire quoi? S'arrêter, il s'est arrêté, donner ses papiers, il a donné ses papiers. Donc, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, Pérez, il a explosé. Et pourtant... il n'y a pas de verbe qui lui permette
Je pense qu'il n'a pas supporté que quelqu'un le taquine comme ça, quoi. L'insolence peut-être, en même temps, c'est une raison de... Mais est-ce que l'insolence vous donne le droit de tuer? Ben voilà, c'est la question. Il y a un mot, ils sont gardiens de la paix. On utilise rarement ce terme aujourd'hui. Gardien de la paix, normalement, avec une responsabilité accrue. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Et ce que je voulais dire, en plus, c'est que ils ont son nom, son adresse. Vas-y, rentre chez toi. Comme tu veux pas nous écouter, on va te faire une convocation au magistrat. Tu vas prendre 500 ou 1000 euros d'amende. Voilà, et puis ça va être une affaire classée. Oui. Non, là, il y a un acharnement sur place directement. Mais non, comment mais vous l'analysez, vous, alors? Là, il veut aller au conflit, il veut aller à la bagarre. Et à un moment, on voit bien dans les scènes, je sais pas si on voit bien dans les scènes, il y a même un agent, enfin un des 4, qui se met devant Pérez. Parce qu'il sent que Pérez, il monte en tension. On le sent, il fait un peu barrière, il sent que Pérez, il monte en tension. Mais en fin de compte, il passe par derrière Cédric. Cédric le voit pas, il passe par derrière, il fait la clé d'étranglement. Et là, c'est fini. C'est révélateur ce que vous racontez là. Vous le racontez parce que vous avez non pas été présent, mais les images. Les images qui montrent ça. Dans cette affaire, on apprend aussi, enfin on le revoit de nouveau, que la vidéo amateur, pour le coup, est souvent cruciale, vitale pour la manifestation de la vérité. Chose qu'on observe dans bien des affaires, mêlant les policiers, mais pas que. Profitons peut-être de l'occasion ce soir pour éclaircir ce point. A-t-on toujours le droit de filmer la police ? Oui, je dirais. On en doute depuis les derniers débats. C'est un droit citoyen. C'est vrai qu'en plus, on le voit dans l'affaire de Cédric Chouviat, où effectivement, les vidéos ont été complètement déterminantes. Parce qu'on peut penser que la réaction judiciaire de rapidement, d'ailleurs, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire est aussi la conséquence de l'existence de vidéos de personnes qui ont pu assister aux faits. Et que si nous n'avions pas eu ces vidéos, probablement que ça aurait été parole contre parole. Mais là, opposer la parole d'un défunt avec la parole de plusieurs policiers qui ont en plus la possibilité et le temps de se mettre d'accord sur leur déclaration. Ce qui, là encore, vient accroître l'asymétrie. Ils ont mis 6 heures pour nous dire où il était, Cédric. Parce que Cédric, il avait un scooter géolocalisé. Moi, tous mes scooters, ils sont géolocalisés. Donc, je sais où il est, le scooter. Et pendant 6 heures, c'était le blackout. Et pendant 6 heures, j'ai envoyé ma belle-fille, j'ai envoyé un de mes chauffeurs qui était dans le secteur, j'ai dit va voir là-bas, il y va, on lui dit non, il n'est pas là, il dit si, le scooter il est dans votre cour puisqu'il est géolocalisé, donc il est dans la cour. Et là on lui dit non, il n'y a personne. Et moi j'écoute la conversation avec mon chauffeur et je lui dis vas-y, il me dit mais Christian il veut rien savoir, il n'y a personne. Après ma belle-fille elle revient de Rennes, je lui dis va vite au commissariat, il y a le scooter de Cédric qui est là-bas, à mon avis Cédric il est là-bas. Je pensais qu'ils avaient emmené Cédric dans le 7e, au commissariat du 7e. Et là-bas, ils l'ont jeté carrément. Doria, ma belle-fille, ils ont dit non, il n'est pas là, voilà. Vous n'avez rien à faire ici, il n'est pas là, vous n'avez qu'à faire les hôpitaux. Elle me dit ça, j'ai dit fais avec les hôpitaux. Son fils aîné, Ryan, il est en scooter, je lui dis faites les hôpitaux du coin, appelez partout, puis vous allez voir. Et au bout d'une heure ou 2 heures, rien. Donc il est 16 heures. Je lui dis, tu retournes au commissariat, je l'engueule. Je fais, tu retournes au commissariat, tu te couches devant la porte, tu te mets à plat ventre par terre et tu leur dis, voilà, je ne bougerai pas de là. Et là, ils ont déployé le tapis rouge. Il était là. Ouais. Non, il n'était pas là. Il était les policiers en question étaient... Ils ont raconté tout un film, toute une histoire qui est rocambolesque. Ils ont dit, il a fait un malaise, il est tombé par terre. Après, on lui a fait un massage. Mais bon... Des heures se sont déroulées, effectivement, il y a cette 6 heures, possibilité. 6 heures, entre le moment où ils l'ont tué. Parce que Cédric, il n'est pas mort le 5 janvier, il est mort le 3 janvier. C'est ça, tout à fait. Voilà. Heures plus tard. Et ils ont mis plus de 3 minutes pour le réanimer. Un cerveau sans oxygène pendant 3 minutes, le cerveau, il est mort. Et au bout de 3 minutes, ils l'ont repompé, mais ça n'a rien démarré. Et ils l'ont redémarré juste mécaniquement à l'hôpital pour faire... Parce que la démarche, je crois, tu me dis si je me trompe, quand on est mort sur la voie publique, c'est pas pareil que quand on meurt à l'hôpital. Oui, c'est quoi la différence justement, puisque là, a été avancé depuis le temps qu'il avait eu des antécédents, qu'il n'est pas mort sur les coups des policiers, qu'il est mort à l'hôpital, peut-être suite à ces antécédents-là. Qu'est-ce qui change justement S'il était mort sur la voie publique, probablement que ça aurait entraîné immédiatement une enquête de flagrance, et probablement que ces policiers auraient été immédiatement écartés, voire placés en garde à vue, ne serait-ce que pour les empêcher de pouvoir se concerter pour échanger sur leurs différentes visions, parce que
c'est ça aussi, je veux dire, qui est surprenant, c'est qu'on parle quand même de personnes qui sont à l'origine de l'interpellation et qui se retrouvent finalement avec la double casquette, c'est-à-dire à l'origine de l'interpellation, donc ils vont rédiger le procès-verbal d'interpellation et puis après ils vont devoir rendre des comptes à la justice, mais vous voyez, avec un délai qui peut encore une fois leur permettre d'accorder leur récit. Et ça, je pense que c'est véritablement insupportable, mais vraiment au moment où je vous parle, si vous voulez, nous on ne serait pas là avec Christian si la justice fonctionnait normalement je veux dire, dans ces dossiers. Malheureusement, il faut en appeler aussi aux responsables politiques, aux responsables publics pour que enfin les choses bougent. Mais lorsque vous faites l'addition des choses, un contrôle complètement disproportionné, une absence de clarté sur le cadre réglementaire dans lequel ne serait-ce que la clé d'étranglement a pu être utilisée, une absence à ce stade en tout cas de détermination claire sur le fait que de toute façon il n'aurait pas pu et pas dû agir de la sorte. Dire, encore une fois, il ne faut pas 3 ans d'information judiciaire pour se dire que jamais il n'aurait dû y avoir de décès. Il faut sanction. Et de la même manière, c'est simplement sur l'homicide involontaire, l'idée de l'homicide involontaire, c'est que vous entraînez par accident aussi la mort d'une personne, par négligence ou par imprudence. Mais lorsque en fait vous exercez une violence volontaire et que cette violence volontaire est à l'origine du décès de la personne, comment est-ce qu'on peut associer l'homicide volontaire de la violence qui aboutit au décès? Moi, je crois que, je veux dire, vraiment, d'un point de vue juridique, c'est complètement contre-intuitif. Et j'espère en tout cas que ça pourra permettre une requalification au stade de la fin de l'information judiciaire, au moment où les policiers seront envoyés. Alors, pour élargir un peu et pour finir un peu pratiquement notre entretien, pour élargir un peu le truc, comme je dis dans l'intro, ce drame intervient en France 5 mois avant un autre drame qui a fait date aussi, cette fois survenu lui aux USA, le décès de George Floyd, alors, suite auquel le mouvement Black Lives Matter apparaît, évidemment. Si le temps de la justice, comme on le disait, est lui plus long, celui des médias est lui plus court, on le sait bien, est-ce qu'on peut dire que les mentalités, que le débat qu'on a ce soir, enfin la discussion qu'on a ce soir, peut permettre à ce que les mentalités aient pu changer depuis? Alors, est-ce qu'on a avancé sur ce terrain-là? Si vous parlez de l'affaire George Floyd, paye son âme, j'étais à 100%. Cédric est décédé 5 mois après. Ouais. Vous avez vu le tapage que ça a fait sur la planète, George Floyd, un noir américain, un noir africain. Ça a fait un tabac, maintenant tous les sportifs, ils sont tous intervenus, les Français sont tous intervenus pour George Floyd. En France, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un sportif, il n'y a pas un acteur, il n'y a personne qui s'est passé dans un père de famille de 5 enfants qui travaille durement sur Coursier, il est assassiné par la police comme une lettre à la poste. C'est passé. Il y a eu un tapage. Oui, il y a eu un tapage des médias, mais c'est pas sorti. Au contraire, c'était même d'ailleurs, je me souviens de mémoire, si je me trompe, c'est beaucoup de responsables politiques, peut-être de droite, souvent, disaient de ne pas importer, ça n'a rien à voir, on n'est pas aux États-Unis. Oui, voilà, exactement. C'était ça le discours. Exactement ça. Je ne sais pas s'ils avaient peur de se dire. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, vous deux? Le fait que moi j'ai une vision plus tempérée. Je pense quand même que aussi grâce à la diffusion de différentes vidéos sur des faits de violence policière, il y a eu quand même une évolution des mentalités parce que on s'est rendu compte en réalité que il n'y avait pas véritablement d'exemplarité de la justice, enfin de la police, et que elle pouvait être amenée à tuer sur la voie publique. On le voit avec le cas de Cédric Chouviat, ce qu'on ne voulait pas voir avant parce qu'on n'avait pas ces vidéos prises par des smartphones et en plus il y avait une contestation de responsabilité. Donc je pense quand même que progressivement il y a une évolution de mentalité. Ça change. Mais le problème c'est qu'il y a un obstacle profond à cette évolution de mentalité, c'est notamment la pression qui est exercée par certains syndicats policiers qui sont vent debout, Alliance Police, France Police, Alliance Police, etc., qui sont vent debout pour dire que, par exemple, pour obtenir de plus en plus de droits, et notamment, on parle d'une présomption, certains parlent même d'une présomption de légitime défense. Donc en fait, vous avez véritablement un gouvernement qui est tiraillé, je pense, entre à la fois la reconnaissance, peut-il faire autrement, du fait qu'il y a quand même une augmentation des violences policières ou au moins une augmentation de leur visibilité grâce à ces différentes vidéos, et en même temps, le fait de devoir donner des gages tout à fait importants aux fonctionnaires de police parce que ce sont des acteurs et aussi parce qu'ils comptent sur eux. On a bien vu au moment de la crise des Gilets jaunes et ils comptent encore plus sur eux dans le climat social qu'on connaît, avec notamment la réforme des retraites dont on va largement parler dans ces prochains jours, où le gouvernement aura besoin de sa police parce qu'il n'a pas la légitimité démocratique. Donc lorsque vous avez besoin de votre police, eh bien, forcément que vous n'allez pas véritablement aller chercher à remettre en cause les techniques d'immobilisation, sans quoi eh bien, vous vous retrouvez face à des actions coup de poing comme celles qui ont pu être menées. Si on fait aujourd'hui, si vous devez faire la guerre à quelqu'un, c'est même pas au gouvernement, c'est aux syndicats, puisque c'est eux les patrons, c'est eux qui dirigent.
Pour vous, c'est les syndicats policiers qui dirigent? Oui, quand vous voyez qu'il y a 2 policiers qui sont condamnés pour avoir attaqué, défoncé un môme de 14 ans ou de 16 ans, là, ils sont condamnés à de la prison ferme, là, les syndicats, ils sont mis à l'écart, ils n'ont plus le droit d'exercer le métier de policier. Moi, je l'ai vu dans l'émission de télé, là, ils ont été réintégrés. C'est les syndicats qui ont exigé leur réintégration, alors qu'ils ont été mis à... Ils ont été carrément enlevés. Oui, il y a un sentiment, enfin que beaucoup, alors je ne sais pas si c'est un sentiment ou pas, c'est la question que je peux vous poser là, d'impunité dans la police, que beaucoup de Françaises et Français partagent et dénoncent. Est-ce que c'est un sentiment, on ne va pas faire d'une binarité claire et simpliste, mais ou une partie de sentiment, une vision un peu tordue de la réalité, puisque on l'a vu dans la première partie de l'émission que vous avez suivie, il y a le temps médiatique qui permet de voir les choses, et effectivement, il y a ce spectre qui peut modifier une réalité plus complexe, ou alors ça traduit, ça révèle un réel mal profond de notre institution policière qu'il faudrait réformer réellement, en fait. Est-ce que c'est un sentiment ou alors il y a un vrai problème et qu'on ne peut pas résoudre tant qu'il n'y a pas tout le reste qui peut changer autour? Clairement, ce n'est pas qu'un sentiment. On imagine, mais... C'est un sentiment qui se nourrit de mécanismes extrêmement clairs. On a parlé tout à l'heure de ce recours à de l'instrumentalisation du délit d'outrage, et on le voit dans plein de dossiers. Moi, j'ai plein de dossiers dans lesquels vous avez les personnes qui sont d'abord jugées par les outrages avant que les policiers soient jugés sur les violences, enfin pour les violences policières qu'ils auraient pu commettre. Et on voit de façon générale dans ces dossiers, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de placement en garde à vue automatique des policiers qui sont notamment à l'origine du décès de Cédric Chouviat? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut attendre? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut interpeller les responsables politiques pour que enfin les choses puissent enfin avancer? On le voit aussi dans la manière dont se déroulent les procédures. On le voit aussi dans les peines qui sont prononcées. Encore une fois, moi je pense que les policiers, c'est une profession aussi qui manque cruellement de lanceurs d'alerte, parce que, ou en tout cas, de personnes, il y en a quelques-uns, mais en fait à chaque fois, placards, évidemment. Voilà, il y en a quelques-uns, mais en fait on voit qu'ils sont complètement après écrasés par le système, parce que justement il y a une protection qui. Il y a une camaraderie aussi dans cette. Il y a une camaraderie extrêmement forte, mais lorsque après vous parlez à des policiers, si je peux dire en off, je veux dire dans le secret de certaines confidences, en fait ils vous disent que l'affaire Cédric Chouviat, ils peuvent aussi en parler entre eux. Ils savent très bien qu'en fait les policiers ont dépassé la ligne rouge. Ils savent très bien aussi que derrière en fait de tels agissements portent atteinte à l'image même de l'institution. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas le reconnaître? Parce qu'ils pensent, en tout cas pourquoi est-ce que les syndicats ne veulent pas le reconnaître? Parce qu'ils pensent que si on admet qu'il y a pu avoir une dérive, qu'il y a pu avoir un agissement répréhensible, eh bien ils vont perdre en pouvoir, ils vont perdre en influence, ils vont perdre en autorité. Il y a une panique interne. Mais je veux dire, il y a une panique interne. Je veux dire, mais quel mécanisme psychologique peut conduire à ça? Moi je veux dire c'est tout à fait le contraire. C'est au contraire une institution qui se réfugie dans une impunité et dans le délit, qui crée un effroi et qui crée une véritable crainte, parce que vous ne savez pas aujourd'hui comment peut aboutir un contrôle policier. Et en plus, on voit que si jamais dans le contrôle policier vous commencez à dire en fait il est en dehors des coûts de la légalité, vous risquez l'outrage, vous risquez le fait d'avoir une interpellation, et donc ça amène des pratiques qui sont tout à fait incompatibles avec ce qu'on est en droit d'attendre dans une démocratie. Monsieur Chouviat. Ça n'engage que moi. Mais pour moi, les syndicats, c'est une mafia. On ne peut pas appeler ça autrement. C'est une mafia, une vraie mafia. Quand on voit que le gouvernement, un des responsables de syndicats, dit « Moi, je suis élu. Lui, il est mis en place. Il peut sauter à tout moment. Je peux le faire sauter à tout moment. » Ça, c'est passé sur une émission à la télé. Le gars, il vous dit ça, clairement. Dans l'interview, il le dit. « Moi, je suis élu 5 ans. Lui, il est mis en place. Donc, il sautera. Il prend Castaner qui a sauté. Et tous ceux qui étaient avant Castaner ont sauté aussi. Donc, c'est 1 an, 2 ans. Là, le seul qui tient le coup, c'est parce que il suit Macron et qu'il a une main de fer. Donc, lui, il sait qu'il sautera pas. Hein. Il a été ministre du budget, maintenant ministre là. Et la prochaine fois, il cherche la présidence, je pense. Alors, pour finir, vous publiez justement une tribune hier dans Libération appelant le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, à réhumaniser la justice. En quelques mots, pour terminer, expliquez-nous. Mais en quelques mots, on voit que véritablement la justice est en état de crise.
en état de crise à tous les niveaux. On voit sur la question de la surpopulation carcérale, on le voit également sur l'insuffisance de moyens, avec notamment des alertes tout à fait fortes, notamment au tribunal judiciaire de Bobigny, où vous avez un état de désespérance de certains personnels. On le voit aussi parce que cette justice est lente. On parlait tout à l'heure des 3 ans d'information judiciaire, en plus qui tranche aussi avec le délai, parfois le rythme médiatique. Oui. Et à tous les niveaux, ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne aussi parce qu'on est en train de généraliser les cours criminels, c'est-à-dire l'exclusion des jurés populaires qui sont précisément le symbole de l'introduction du peuple dans la manière de rendre la justice au profit de magistrats professionnels. Je vous dis, à tous les niveaux, ça dysfonctionne. Et pourtant, vous avez le sentiment que c'est un gouvernement qui procède un peu par réformette. Et on peut même se demander, finalement, si ce n'est pas des réformes d'ailleurs qui sont tout simplement guidées aussi par des cabinets de conseil et sans avoir une logique tout à fait précise de ce que peut être et doit être notre justice. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui se contenter et se satisfaire d'une justice qui est en train de dématérialiser complètement, quasiment, la justice civile, de plus en plus aussi la justice pénale, qui a de plus en plus aussi recours à des juges professionnels, je disais, notamment par rapport à cette question des crimes les plus graves, et en plus qui n'a toujours pas réglé ce problème de la carence et de l'insuffisance des moyens. Donc je pense qu'il y a une réaction extrêmement forte qui est attendue, mais cette réaction est d'autant plus difficile à émerger que vous avez un des ministres qui a été peut-être un des celui qui a été le plus mis en cause, notamment par des syndicats de magistrats, aussi parce qu'il était mis en examen par la Cour de justice de la République. Donc non seulement vous avez un ministre qui est fragilisé, mais il est fragilisé au moment où précisément tous les auxiliaires de justice dont je fais partie demandent à ce qu'il y ait des réformes extrêmement fortes qui soient prises. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut faire de la justice ? On a bien vu, au moment d'ailleurs de la crise du Covid-19, à quel point on avait tué, si je puis dire, le système hospitalier. Oui. On est presque en train de faire la même chose entre la justice, sauf qu'en fait, ce sont des secteurs essentiels. Ce sont des secteurs essentiels qui ne doivent pas forcément répondre aux lois du marché, pas forcément à la logique de la rentabilité, où on doit traiter les dossiers. On voit, je veux dire, le dossier de Cédric Chouviat, je veux dire, c'est pas un dossier, je veux dire, qu'on traite. C'est pas un fichier Excel, vous voulez dire, c'est pas un fichier Excel, c'est de l'humain, et ce sont des vies, et qui imposent des moyens à la hauteur de la gravité des agissements qui ont été commis, et pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau ce soir. Merci à vous. On suivra avec attention la suite de cette affaire, mais aussi des autres, évidemment. On vous souhaite à tous les deux une bonne année, pleine de combats, j'imagine, pleine de choses à... Vous la voyez comment cette année ? Vous êtes confiant ? On dit toujours bonne année, mais... Alors, je suis confiante. Vous parlez sur quoi ce de terrain-là, dans votre vie en général ? De l'affaire ou de... Cette affaire fait partie de votre vie. Donc, non, c'est toute ma vie maintenant. Voilà. Donc, ma vie. C'est 200% ma vie. J'ai confiance en mes avocats. Il y en a 3. J'ai confiance en eux. Toute la famille nous porte sur leurs épaules. Aujourd'hui, j'ai confiance aux 2 juges qui préparent le dossier. J'ai confiance en eux parce que on a vu que voilà, ils ont fait des choses qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent. Nos avocats, ils ont dit ils ont fait un truc, je m'y attendais pas. Bon, après, c'est comment ça va être jugé. Après, ça, c'est la partie de l'inconnu. Mais on voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'humains. Et la justice, comme c'est très justement rappelé, c'est un service public oui, tout à fait. qui doit être vu comme ça. Et, ce que je voulais dire, c'est que notre famille n'a pas de haine envers la police. Je le dis à chaque... C'est bien de le rappeler, mais... Non, mais à chaque interview, je le dis parce que... Ne pas le voir, ce serait quand même hypocrite. Voilà. On n'a pas de haine. Moi, quand je vois un policier qui me demande mes papiers, je ne suis pas tremblant, je ne dis pas, ça y est, Non, je m'en fous. Vous comprenez que beaucoup, c'est qui sont bonus, mais que des gens sont tremblants aujourd'hui ? Je ne sais pas ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Vous pensez ça ? Ouais. Moi, j'en veux à tous les tueurs d'enfants dans la police, quels qu'ils soient. Il y a je vois comment ils tirent dans les voitures, ils peuvent tirer les pneus, aujourd'hui, il y a des abus dans tout, et il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, ils ont le permis de tuer. Oui, ça a été dit. Ça a été dit, et je le reprends, ils ont le permis de tuer. Voilà. Donc, dans l'affaire de Cédric, c'est les 4 individus qui ont tué mon fils, à qui j'en veux. Voilà. Mais la police, j'en veux pas. On a entendu votre message. Voilà. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux et peut-être à très bientôt pour la suite.